Bonjour, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de venir vous entretenir sur l'empreinte environnementale du blé produit au Québec pour les moulins de Soulanges et la meunerie La Milanaise. Ah, ça marche. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous parler de l'historique de la démarche environnementale, mais d'un point de vue personnel. Je me rappelle, en 2006, être assis au fond, là, puis il y avait Mme Colpron de Première Moisson, Robert de La Milanaise, puis Gilles Audette d'Agrifusion. Puis, pour une agronome, que ça faisait 10 ans que moi, je travaillais dans l'agro-environnement, essayer de convaincre les agriculteurs de mettre moins d'herbicides, d'utiliser moins d'engrais minéraux pour avoir une même rentabilité. De voir une entreprise qui est en démarrage comme ça, qui non seulement valorisait l'agro-environnement, mais bonifiait financièrement, puis achetait le produit, puis faisait un lien direct avec l'agriculteur. C'était vraiment un projet unique qui m'a tout de suite interpellée. Puis de travailler pour ce projet-là, bien, c'est une fierté depuis le début. Donc, au départ, les moulins de Soulanges, en 2006, quand on démarrait, comme Robert disait, il y avait une certification, donc il se cherchait une démarche environnementale ou une accréditation ou une façon de se démarquer au point de vue environnemental. Et tout ce qui existait à l'époque, bien, c'était une accréditation Agri-Nature, une certification plutôt, qu'un agronome du ministère de l'Agriculture, Pierre Lachance, avait démarré pour l'exportation du soya au Japon. Donc, il y avait un marché, il y avait des gens qui étaient prêts à payer pour un produit qui n'est pas nécessairement biologique et non nécessairement aussi conventionnel, qui est entre les deux. Et puis, il y avait une bonification sous une certification. Mais à partir de 2009, les moulins de Soulanges, on a réalisé que le blé avait besoin de certains intrants, comme des engrais minéraux, pour aller chercher une qualité puis une constance dans la protéine que les boulangers avaient besoin. Donc, c'est pour ça que depuis 2009, le blé produit, la démarche environnementale, nous a amené à se diriger vers une marque de commerce qui est agriculture raisonnée. Depuis 2013, on a approfondi encore plus cette démarche-là en essayant de mesurer l'empreinte environnementale, donc de mettre des chiffres sous des conseils qu'on donnait. Avant ça, c'était une démarche, on proposait de ne pas mettre d'herbicides, de mettre moins d'intrants, mais maintenant, on mesure vraiment chacune des activités agronomiques ou la façon de faire le blé. La Milanaise, bien, la démarche environnementale est mise en place depuis 1988 avec la norme biologique du Canada, donc tout est dans un cahier de charge. Il n'y a pas de... C'est une certification, donc il n'y a pas de dérogation à avoir là-dedans. C'est bien encadré par une loi. Puis en 2012, la Milanaise a entrepris de faire l'analyse de cycle de vie. Puis comme Robert disait, bien, ce qui prend le plus d'énergie ou ce qui a le plus d'impact au point de vue environnemental, c'est vraiment la production de blé. Donc, c'est vers ça qu'on a mis nos énergies. Donc, c'est quoi un indicateur, l'empreinte écologique, en fait? C'est un indicateur, c'est un mode d'évaluation environnementale qui comptabilise la pression qu'exerce l'homme sur les ressources naturelles qui sont le sol, l'air et l'eau. Donc, pour ce faire, bien, nous, on a déterminé certains critères pour évaluer l'impact qu'on avait avec la production de blé au Québec. Je suis allée trop vite. Mais d'abord et avant tout, la démarche environnementale, ça fait pratiquement partie de la mission du projet des Moulins de Soulanges. On voit ici Robert Héroudi, plus jeune et plus mince, en 2006. Et puis, on les voit devant un champ de tests de variétés de blé. Donc, on voit que c'est pas nouveau qu'on fait des tests. Ça fait vraiment partie de la mission de l'entreprise parce que les farines sont faites. La qualité des farines provient d'abord et avant tout de la qualité des variétés qui sont analysées régulièrement pour servir les besoins des boulangers pour avoir le meilleur pain possible. Il y a toute une équipe derrière cette recherche et développement-là. dont il y a Chafik ici présent qui fait l'essai de toutes les variétés qui existent pratiquement au Québec et au Canada pour essayer de trouver celle qui correspond le plus possible aux besoins des boulangers qui travaillent avec nous.
On fait des tests de boulangerie, de panification avec Julien Racot, qui est engagé à temps plein, qui fait des pains tous les jours. Je ne suis pas là tous les jours, mais à chaque fois que je vais, il y a du pain, puis ça sent bon. Donc, chacune des farines sont vraiment testées. Au point de vue agronomique, on travaille en collaboration avec plein de gens. On fait des tests de fertilisation avec le ministère de l'Agriculture. On fait des essais avec des agriculteurs aussi. Vous allez avoir une conférence cet après-midi de Raymond du Rivage. C'est des fermes vraiment à la fine pointe de la technologie qui nous tire de l'avant. En fait, c'est un travail de collaboration. C'est pas juste des moulins de Soulanges qui génèrent des projets, mais on travaille vraiment avec des gens terrain qui nous inspirent et on s'inspire mutuellement. On travaille avec des universités, on travaille sur la fertilisation. On a même des étudiants à la maîtrise, au doctorat, qui viennent faire leur projet de maîtrise au Moulin de Soulanges. Aujourd'hui, je vais plus vous parler de l'analyse de cycle de vie, mais je voulais quand même vous montrer tout ce qui est fait en termes de recherche au Moulin de Soulanges. Donc, le projet d'analyse de cycle de vie est parti d'une préoccupation profonde pour les Moulins de Soulanges. D'abord et avant tout, de s'approvisionner localement. Donc, la proximité est très importante. On s'approvisionne au Québec et puis c'est une des principales valeurs des Moulins de Soulanges depuis le début. La rentabilité des producteurs et des boulangers, donc la chaîne de valeur. Donc, il faut que l'agriculteur soit en mesure d'avoir une rentabilité avec la production de blé sans pesticides, si on veut, ou dans la démarche agriculture raisonnée pour qu'ils continuent à en avoir parce que nos volumes sont grandissants. Donc ça, c'est tout un défi. Et garder les boulangers intéressés aussi pour que la farine garde sa qualité et sa constance de qualité surtout. Et en troisième point, c'est d'avoir de connaître, d'être certain de la production saine du blé et de sa traçabilité. Présentement, on a un mode de fonctionnement au Moulin de Soulanges qui fait en sorte que le blé est contracté par des centres de grains, il est suivi au point de vue agronomique. Toutes les données prises au champ sont prises par les personnes responsables dans les centres de grains et toute cette information-là retourne au moulin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un lot de blé qui est livré au Moulin de Soulanges, on est en mesure de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a eu dans le champ, puis on a la complète traçabilité de ce blé-là. Donc ça fait partie vraiment des 4 préoccupations, si vous voulez, les plus importantes des Moulins de Soulanges. Le projet d'analyse de cycle de vie est aussi parti surtout de questionnements, parce qu'au Moulin de Soulanges, une chose est certaine, c'est qu'on se questionne tout le temps sur qu'est-ce qu'on fait, sur où est-ce qu'on va, puis comment on peut s'améliorer. Puis une des questions, c'était de savoir, OK, on propose aux agriculteurs de produire avec moins d'intrants. Il y a une diminution de rendement qu'on a souvent mesurée, qu'on nous parle, les agriculteurs nous le disent. Mais est-ce que c'est plus écologique de produire moins ou on devrait produire plus sur une petite superficie? Puis comme ça, bien, on rentabiliserait la terre, puis on serait plus écologique. Ça, c'était une des questions. Ensuite, on voulait savoir, parce que les agriculteurs, des fois, ils disaient « Ah, c'est pas si rentable que ça de faire du blé en agriculture raisonnée. » Puis on s'est dit « Bon, ben, on va le tester, on va le mesurer, on va regarder si réellement on va connaître la rentabilité. » Puis aussi, bien, on a mesuré la production de gaz à effet de serre parce que c'est une des façons les plus reconnues mondialement de mesurer c'est quoi l'empreinte écologique puis de se comprendre. Fait qu'on a décidé de vraiment aller faire le calcul de la production de gaz à effet de serre. Là, mon doigt il tourne trop vite. OK. Donc, le moyen qu'on s'est donné pour mesurer, c'est le bilan carbone, les gaz à effet de serre, et l'analyse de cycle de vie. En 2013, on a bénéficié de la collaboration d'un institut de recherche, l'IRDA, l'Institut de recherche en agro-environnement, qui est vraiment les spécialistes au Québec de tout ce qui est les questions environnementales. Toutes les recherches sont faites par eux. Et eux, en fait, ils ont fait le calcul de gaz à effet de serre pour notre projet. Et on a eu le soutien du MAPAC et aussi de l'Université Laval. Pour les marges sur les coûts variables, on a une équipe au Moulin de Soulanges d'agroéconomistes et à la Milanaise aussi. Puis il y a le MAPAC aussi avec ils ont toutes des références économiques qu'on s'est servi pour le calcul.
Donc, je vais vous présenter les résultats en 2 phases. Premièrement, je vais vous présenter la marge sur les coûts variables du blé sous 4 régies de production et ensuite les indicateurs environnementaux. Donc, on a voulu, pour ce projet-là, vraiment avoir une démarche scientifique et puis vraiment avoir un exemple de ferme comme les fermes qui font du blé pour nous à grande échelle. Donc, on a fait les essais, pas en parcelle expérimentale sur des carrés de 1 mètre carré, mais vraiment sur des gros blocs, des blocs de 90 pieds de large par la longueur du champ. En général, ils sont assez longs. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on répétait 2 fois les 3 régies de production. Donc, agriculture raisonnée, c'est sans pesticides. Conventionnel, c'est comme le producteur le ferait normalement. Puis intensif, c'est en régie intensive, mais je vais vous montrer les traitements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir à faire du blé, il faut contrôler 5 éléments pour réussir une qualité de blé. Puis là, je ne m'adresse pas à ceux qui sont habitués d'être dans le champ, mais plus aux boulangers. Là, je vais essayer d'expliquer comment ça peut fonctionner. Donc, il faut une fertilisation. Le blé a besoin de fertilisation, que ce soit minérale ou organique. Mais en général, la fertilisation organique, on l'utilise surtout en agriculture biologique parce qu'il faut placer le fumier au bon moment pour que l'engrais soit libéré au moment où la plante en a besoin. Donc, en régie, agriculture raisonnée, conventionnelle ou intensive, on utilise des engrais minéraux parce que l'utilisation de fumier, c'est tout un art. Ensuite, il faut contrôler les mauvaises herbes. En régie biologique, on n'utilise aucun herbicide. En agriculture raisonnée, on promouvoit, on bonifie les producteurs qui ne mettent pas d'herbicide. Mais c'est certain que s'il y a un mauvais contrôle des mauvaises herbes, bien, les graines de mauvaises herbes envahissent le champ. Nous, au moulin, on se retrouve avec de la mauvaise herbe, puis des fois, donne un petit goût à la farine. C'est déjà arrivé que ça donnait un goût de cannelle, même. Puis, aussi, c'est problématique parce que ça diminue la qualité du blé. Ensuite, il faut contrôler la maladie du feuillage. On est dans un climat humide au Québec. On n'est pas comme dans l'Ouest canadien où est-ce qu'on est en culture extensive, où est-ce que les rangs de blé sont à 10 pouces de distance. Nous, c'est à 5 pouces de distance, il y a du feuillage, puis il y a de l'humidité. En général, au Québec, il y a plus d'humidité que dans l'Ouest. Donc, on se retrouve avec des maladies du feuillage comme la septoriose ou l'oïdium, le blanc, qui peuvent causer des problèmes. Les régulateurs de croissance, c'est utilisé évidemment en régie intensive pour le contrôle de la hauteur de la paille, pour pas qu'elle verse, et les traitements contre la fusariose. Je vous parlais de l'humidité au Québec. 1 année sur 3, on a des vagues d'infestation de fusariose qui font déclasser le blé. Et puis pour les moulins de flange, pour les agriculteurs, ça peut occasionner quelques problématiques. Donc, pour comparer les 4 régies, ça, c'est les traitements qu'on a faits. Donc, en agriculture raisonnée, il n'y a aucun pesticide. En agriculture conventionnelle, il y a un herbicide et un fongicide contre la fusariose. Et la régie intensive, on le fait pareil comme en fait la promotion, les gens qui valorisent cette pratique-là. C'est 1 ou 2 herbicides, 2 fongicides, puis un régulateur de croissance. Je vais vous dire aussi que la raison pour laquelle on a commencé à travailler sur ce projet-là, de comparer les 4 régies de production, c'est qu'il y avait une vague comme de promotion de l'agriculture intensive, puis les producteurs commençaient à nous dire « Ah oui, mais moi, si je fais du blé, il faut que ce soit en régie intensive. » Puis nous, ben, on tirait de l'autre bord pour faire de l'agriculture raisonnée. Donc, il fallait raisonner ça avec des chiffres, puis savoir où est-ce qu'on s'en allait vraiment pour soutenir ce qu'on disait. Donc, on a fait les parcelles en blé d'automne et en blé de printemps d'environ 5 à 6 régions par année. Comme vous pouvez voir, on les a réparties en Montérégie, en Estrie, au Lac-Saint-Jean, dans les Laurentides. On n'est pas encore allé au Témiscamingue, mais je lance l'invitation aux gens du Témiscamingue aujourd'hui pour faire des parcelles. Puis en 2014, c'était sensiblement la même chose. Les prix moyens qu'on a donnés aux agriculteurs, qu'on a utilisés pour le calcul, c'est le prix du marché. Donc, on n'est pas allé chercher ça ailleurs que la réalité. Donc, en biologique, on a pris les valeurs pour du 0 à 2 ppm, fait que c'est la première colonne. En agriculture raisonnée,
le prix est toujours plus élevé parce que, comme je vous disais, c'est rattaché à un contrat. Le fait d'avoir un contrat, ça garantit aussi un prix aux producteurs parce que ceux qui vendent conventionnels ou intensifs, c'est vendu à la récolte, puis c'est le prix du marché. Donc, des fois, c'est pas aussi élevé que le prix du contrat. Donc, voici le début des résultats. Donc, ça, c'est les rendements qu'on a obtenus en 2013, à comparer le rendement entre la production biologique, AR, c'est pour agriculture raisonnée, conventionnelle et intensif. Donc, on voit qu'il y a, comme les agriculteurs nous disaient, à peu près 1 tonne à l'hectare de différence de rendement entre l'agriculture raisonnée et la régie intensive, et un petit peu moins de rendement aussi, 1 tonne à l'hectare à peu près entre le biologique et l'agriculture raisonnée. En 2013, ça, c'est les lectures de toxines parce que c'est vraiment très important parce que les fongicides sont utilisés pour diminuer les toxines. Donc, dans chacune des régies, on voit ici la norme pour les toxines est à 2 ppm, puis vous voyez que ça dépasse tout le 2 ppm. Donc, on a mis 2 fongicides en régie intensive, on avait 4,4. On a mis un fongicide en conventionnel, on avait 4,6. Ou en agriculture raisonnée, qu'on n'en ait pas mis, on avait 6,1. Donc, de toute façon, toutes ces blés-là déclassaient pour la commercialisation. Mais évidemment, on a des moyens pour cribler le grain, mais ça a des coûts, ça a des pertes aussi. Mais c'est juste pour vous dire que le fongicide n'a pas nécessairement réglé le problème de la fusariose en 2013. En 2014, il n'y en avait pas, donc c'était tout sensiblement la même chose. Ensuite, les éléments qu'on a pris pour le calcul des prix, c'est sans escompte pour la fusariose. On a pris le coût des produits au détail. On utilise les références économiques. On sonde le terrain, les coops, toutes les compagnies qui vendent des intrants. Puis aussi, on a mis dans nos calculs la vente de paille à 150 $ la tonne. Donc voici, là, je vais vous présenter à peu près 5-6 graphiques qui vont vous montrer les résultats obtenus pour les 2 années qu'on a fait le projet. Donc, ce que vous voyez en abscisse, c'est les rendements, les tonnes à l'hectare, puis les marges à l'hectare que le producteur a selon les régies de production. Comme je vous ai dit, on a comparé chaque région. Ici, je vous présente les résultats pour la Montérégie Ouest. C'est un exemple. J'aurais pu vous présenter l'Estrie ou la Naudière. On a une ferme biologique, Agrifusion, et une ferme en régie conventionnelle qui a fait le projet. Donc, ce qu'on voit, la première ligne, c'est la production biologique. On voit un rendement, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Donc, on voit ici le rendement pour la culture biologique était de 3 tonnes à l'hectare, mais la marge à l'hectare était de 1039 $ à l'hectare. Tandis qu'en régie intensive, on avait un rendement plus élevé, mais à cause du coût des produits, des épandages, etc., bien, la marge à l'hectare était plus basse. Ensuite, ici, on a l'agriculture raisonnée qui était à 811, puis on avait excusez, c'est 611, puis 721 pour la régie conventionnelle. Donc, ici, on avait un léger écart entre la régie conventionnelle puis l'agriculture raisonnée, pour un cas. Ça va pour l'explication? Oui, OK. Ensuite, si on prend la moyenne de toutes nos parcelles, encore pour 2013, bien, on voit toujours le même phénomène. Pour toutes les parcelles, là, j'ai mis ensemble le Lac-Saint-Jean, l'Estrie, etc. On voit toujours le même écart entre le biologique et la régie intensive. Donc, la régie biologique a toujours une meilleure marge. Et puis là, ce qu'il faut savoir, c'est les vrais rendements des fermes qu'on a pris. Puis, en moyenne, bien, on voyait que l'agriculture raisonnée avait une avance sur l'agriculture conventionnelle. Fait que c'est pas gagner d'avance, comme Robert disait, on ne joue pas avec les chiffres, on n'essaie pas d'avoir la réponse avant de terminer le projet. On voit que dans certains cas, en moyenne, l'agriculture raisonnée a une bonne rentabilité par rapport au reste. Mais par contre, il y a des fermes pour lesquelles ça réussit moins bien certaines années. Ce qu'il faut savoir, en Montérégie Ouest, en 2013, il y avait énormément de fusariose. C'était infesté de fusariose. Puis la fusariose, bien, ce qu'elle fait, c'est que
elle diminue le rendement parce que les grains sont petits, il faut les enlever, donc évidemment, ça fait baisser le rendement. Donc, la rentabilité. Dans le blé d'automne, c'est extraordinaire, tout le monde voudrait faire du blé d'automne. D'ailleurs, en Europe, souvent on me dit « Ah oui, mais en Europe, on a 7-10 tonnes à l'hectare de rendement, mais c'est parce qu'ils font juste du blé d'automne, pratiquement. » Et puis, c'est vrai, c'est pas mal plus, ça donne pas mal plus de rendement du blé d'automne. Puis, ça donne une meilleure rentabilité. Et en plus, c'est super facile à faire en agriculture raisonnée parce que le blé démarre tôt au printemps. Une fois que la neige a fondu, on va voir qu'il y a du verre qui va sortir. Puis d'ailleurs, c'est notre angoisse tout l'hiver à savoir si le blé d'automne a survécu à l'hiver. Mais s'il a survécu, on voit vraiment qu'il y a une belle rentabilité, puis il y a vraiment une grande différence entre la marge agriculture raisonnée et agriculture conventionnelle. Fait qu'on n'est pas gêné de faire du blé en agriculture raisonnée dans le blé d'automne. 2014, un peu la même chose. On avait pris la même ferme, le même protocole, puis en plus, pour cette ferme-là, on avait la même variété. La rentabilité était meilleure parce qu'on n'avait pas de fusariose cette année-là. Puis vous voyez, étant donné qu'on n'avait pas de fusariose, mais le conventionnel, l'agriculture raisonnée avait une longueur d'avance sur le conventionnel. Mais on voit toujours que l'agriculture intensive, en tout cas pour la rentabilité du producteur, c'est pas ce qui est le plus rentable. Bon, pour ça ici, c'est la moyenne des blés de printemps. Contrairement à 2013, bien là, c'est ça. Là, on voit qu'on avait l'agriculture conventionnelle, en moyenne, il y avait une meilleure rentabilité, mais on a eu une année difficile en 2014 à cause de la fertilisation. Il y a plu puis il a fait froid jusqu'à peu près le 24 juin l'année passée. Fait que ça, c'était une autre problématique. Donc, c'est pour ça que comme Robert disait tantôt, quand on lit des graphiques, puis on se pose plein de questions, mais ça dépend tout le temps. Ça dépend. Il faut toujours une petite explication. Mais, oups, je vais... Il n'y a pas fait de choix encore Non, c'est ça. Ça n'a pas lâché. Mais encore là, dans le blé d'automne, on voit que la rentabilité est vraiment intéressante pour les producteurs en agriculture raisonnée. Donc ça, c'est pour le volet économique. Notre réflexion va continuer. On va refaire encore une autre année de calcul. Puis on est bien rodé. On a travaillé aussi avec l'Université de Sherbrooke qui nous a monté un calculateur pour pouvoir rentrer ces chiffres-là automatiquement puis avoir des réponses rapidement. Maintenant, les indicateurs environnementaux. Les indicateurs environnementaux, comme je disais, on l'a fait avec l'équipe de l'IRDA qui a fait le calcul des gaz à effet de serre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gaz à effet de serre, la manière de les calculer ou de les comprendre, c'est toujours mis en kilogrammes de CO2 par kilogramme d'azote émis. Donc, tout est ramené en kilogrammes CO2 pour la fabrication des engrais et la fabrication des pesticides. Ensuite, il y a des déchets qui sont produits par l'utilisation des engrais ou des pesticides, qui sont soit la perte d'azote, perte de phosphore ou l'utilisation des pesticides. Donc, il y a beaucoup de chiffres ici, mais je vais attirer votre attention sur là où ça a le plus d'impact, au point de vue d'impact environnementaux. Donc, ce qu'on voit, c'est que la production de gaz à effet de serre, c'est pratiquement les fertilisants qui en produisent le plus. Si on regarde le travail de sol, les pulvérisations, tout ça, pour moi, c'est pas très... Il n'y a pas tant de différence que ça. Donc, là où il faut travailler en agriculture raisonnée, c'est vraiment sur la façon de gérer les fertilisants, comment on utilise les fumiers. On travaille beaucoup avec Chafik, justement. On teste toutes les variétés de blé en parcelle de recherche avec différents dosages de fertilisants pour comprendre quel impact que ça a sur la qualité de la protéine. Pas juste la quantité, mais vraiment la qualité de la protéine. Puis ça, vous allez m'entendre parler de plus en plus de la qualité de la protéine. Donc, ce qu'on voyait ici, c'est qu'en production biologique, en termes de kilogrammes de CO2 à l'hectare, on produit beaucoup moins de CO2 qu'en régie intensive, conventionnelle ou agriculture raisonnée. Fait que ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que c'est très controversé sur le terrain. Beaucoup de gens disent que l'agriculture biologique, parce qu'on passe avec des machineries plus souvent, bien, on a plus d'impact sur les gaz à effet de serre, mais nous, on l'a mesuré
avec l'IRDA. Puis je peux vous dire, les producteurs ici dans la salle qui ont été questionnés, ils ont été questionnés à fond sur la longueur de leur tracteur, la largeur de leur équipement, force, toutes les questions ont été posées. Mais si on le ramène à la tonne, parce que c'est ça, d'abord et avant tout, notre questionnement, c'est de savoir, oui, on produit un peu moins, avec moins d'intrants, mais c'est quoi notre impact environnemental? Parce qu'on produit moins sur une certaine superficie. Donc, on voit qu'en agriculture raisonnée, ben, on a peut-être un petit peu plus d'impact quant à la quantité de gaz à effet de serre par rapport à la régie intensive. Mais la régie intensive aussi, normalement, utilise plus d'engrais, ce qu'on va remettre dans notre prochain protocole en 2013, fait que les chiffres seront peut-être différents. Mais comme je vous dis, il faut vraiment travailler sur la gestion de notre fertilisation pour qu'elle soit le plus efficace possible. Donc, dans la démarche environnementale, je peux vous dire que ces chiffres-là, ça nous donne du gaz pour, pas des gaz à effet de serre, mais que ça nous donne des idées pour travailler pour les années à venir. Ensuite, les impacts sur l'acidification, l'eutrophisation ou l'utilisation des pesticides, on voit que pour la production biologique, à cause des fumiers, il y a un petit peu plus d'acidification par tonne. Pour le reste, il n'y avait pas beaucoup d'impact, sauf pour l'utilisation des pesticides. En fait, ça, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est un peu la faiblesse de cette année-là, en 2013, du projet. C'était que la seule impact environnemental qu'on a calculé pour l'utilisation des pesticides, c'était les gaz à effet de serre. Donc, en 2013, c'était juste des calculs sur un an. Puis en 2014, on a continué le projet, puis on a mis plus d'impact sur justement l'impact des pesticides. Puis on a découvert qu'au Québec, il y avait des indicateurs de risque pour la santé, pour l'environnement, qui avaient été faits pour chacun des pesticides utilisés. Vous allez avoir Pierre-Antoine cet après-midi qui va vous parler de comment ça a été fait et comment ça a été développé. Mais pour nous, ça a été comme une boîte à surprises, mais vraiment tellement intéressant pour mesurer notre impact environnemental avec les pesticides. Donc, en 2014, on a ajouté dans notre analyse de cycle de vie les IRS et les IRE, qui a été développé par le MAPAC, le ministère de l'Environnement et la Santé publique. Puis, on a développé aussi un calculateur de CO2. Donc, c'est un document que vous pouvez trouver sur Internet et puis c'est même possible de rentrer pour même les pesticides que vous utilisez sur vos gazons, n'importe quoi, si vous voulez savoir quel impact environnemental que vous avez. Vous rentrez le produit avec le dosage, puis c'est les données de l'IRPEC, puis ils vont vous sortir exactement un chiffre qui mesure votre IRS et votre IRE. C'est des chiffres qui sont vraiment reconnus mondialement, qui sont utilisés beaucoup en Norvège, sont utilisés aussi dans les pommes pour mesurer, ici au Québec, pour choisir des pesticides à moindre impact environnementaux. Donc, c'est déjà un outil qui est utilisé, mais pas à grande échelle. On peut aussi savoir la toxicité aiguë ou chronique de chacune des matières actives des pesticides, la persistance dans l'environnement, l'accumulation dans l'organisme humain. Fait que c'est vraiment des données super intéressantes. Quelqu'un va vous en parler plus longuement, mais je veux juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est qu'on alloue des points pour chacun des pesticides. Donc, pour la santé, par exemple, on va allouer des points à si c'est cancérigène, génotoxique, si c'est un perturbateur endocrinien, si ça a un impact sur la reproduction, le développement de l'humain. Et aussi, l'impact environnemental, bien, c'est la persistance dans l'environnement. Si on applique un pesticide, il va-tu durer 1 an, 2 ans, 50 ans? À quelle fréquence il va se dégrader ou s'accumuler dans l'environnement? Puis nous, ce qu'on a fait, bien, on a fait une liste de tous les produits que certains producteurs utilisent, puis on a fait en ordre de croissance ceux qui étaient le plus toxiques. Donc, ce qu'on voit, c'est, bon, ça vous parle peut-être pas, mais peut-être plus pour ceux qui utilisent les pesticides, ça parle, mais en bas, ce qu'on voit encerclé, c'est la toxicité des traitements de semences, parce que les blés qui sont semés pour les moulinages sont sans traitement de semences depuis le début, puis on nous demande souvent pourquoi, tu sais, pourquoi vous faites des dérogations pour certains fongicides sur le blé, mais pas pour le traitement de semences.
mais c'est parce qu'on a un contrôle. Le climat, on n'a pas de contrôle. S'il y a de la fusariose qui attaque l'épi, ben on ne peut pas vraiment contrôler le climat, mais on peut contrôler, par exemple, au niveau du semis, les traitements qu'on va avoir. Et puis, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est de comprendre, si on a des problèmes de levée du semis, qu'est-ce qui se passe dans le sol? Est-ce que le sol est compacté? Est-ce que le sol il est sans fertilité? Donc, on commence à travailler par la base. C'est ça la démarche environnementale, c'est de ramener tout à comprendre la base qui est le sol, en fait. Donc, ici, on va travailler de plus en plus avec ces chiffres-là. En fait, ce qu'on a fait, c'est que dans le projet Analyse de cycle de vie, on a balisé les IRS et les IRE pour chacun des modes de production, donc le minimum et le maximum qu'on peut avoir dans chacune des régies. Donc, en biologique, évidemment, c'est minime, on n'en a pas. Puis en régie intensive, bien, c'est là où on peut avoir le plus large spectre d'IRS et d'IRE possible. Puis ce qu'on a fait avec les données qui sont récoltées par l'équipe des Moulins de Soulanges, on sait exactement ce que le producteur a fait dans ses champs, quel produit qu'il a utilisé, à quel moment. Et on a mis ces chiffres-là avec les IRS et les IRE que ça faisait. Puis on a fait une moyenne qui est le gros point rose. Puis bien, c'est étonnant, mais c'est aussi rassurant de savoir que la moyenne des IRS et des IRE se situe dans ce qu'on préconise en agriculture raisonnée. Puis ce qu'on veut, c'est le ramener, le point rose, le plus possible dans le coin à gauche de l'agriculture raisonnée, d'en avoir le moins possible dans la régie intensive. C'est un cheminement, puis ça évolue. Donc, ça, c'était les données pour 2013. Puis on va faire la même chose aussi pour le gaz carboné. Donc, la conclusion de ce projet-là sur 2 ans, en fait, c'est qu'on se rend compte que la marge sur les coûts variables de la régie intensive est plus basse pour les 2 années. Je ne sais pas s'il va y avoir une 3e année où on va avoir une surprise, on ne sait jamais. La marge sur les coûts variables de la régie biologique est beaucoup plus élevée pour les 2 années. Donc, ce projet-là a amené certains producteurs à réfléchir au bio, puis à voir le bio d'une autre manière. Fait que c'était pas voulu, c'était pas dans l'objectif du projet, mais c'est quelque chose qui sert autant les besoins pour la meunerie de la Mélanaise et les moulins de Soulanges, parce qu'on a des producteurs en transition biologique qui produisent beaucoup de blé, puis c'est super intéressant pour nous. Et les indicateurs environnementaux retenus, vraiment, ça va être le CO2 et les indicateurs de risque pour la santé et l'environnement, pour le blé produit, pour chacun des lots de blé produits pour le moulin de Soulanges. Donc, je voudrais remercier tous ces gens-là. Je ne vais pas les énumérer. Il y en a beaucoup. C'est un projet qui s'est fait en collaboration avec plusieurs intervenants du milieu, les centres de grains, les compagnies avec lesquelles on travaille, les agronomes terrain, des clubs conseils qui sont vraiment proches des agriculteurs depuis 20 ans, qu'on va avoir un exemple ici, Carl Bérubé, qui va venir nous parler par la suite. Et toutes les fermes qui ont participé, il y en a plusieurs ici qui sont présentes. Donc, il y a énormément d'agriculteurs qui ont mis la main à la pâte, mais ici, c'est à la terre, pour se questionner aussi avec nous dans la démarche environnementale. Puis en fait, c'est ce qu'on veut. C'est que c'est pas juste les moulins de Soulanges qui se questionnent, c'est les agriculteurs. Et puis, ce qu'on veut, c'est avoir une transparence puis partager le plus nos connaissances pour que ça évolue dans la même direction. Merci.